Bien le bonjour, nous voilà en live. Alors aujourd'hui et dans quelques minutes, je vous parlerai des 10 techniques de manipulation les plus courantes qu'on retrouve dans les relations toxiques. Hello, Remaili, bienvenue. Alors, je vais juste ressortir mes petites notes. Alors, quelle heure est-il? Midi 1, si on commençait par un premier terme. Le premier terme dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, le premier, ça va être le fameux love bombing. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler du love bombing? Alors je vais vous sortir plein de termes en anglais, hein. Moi j'ai tout appris en anglais, alors j'ai pas forcément les termes en français. Mais le love bombing, c'est quand quelqu'un, c'est typiquement dans une relation de couple, quand quelqu'un au début de la relation commence à vous inonder de compléments, Oui, exactement, ouais, c'est souvent au début de la relation. Et parce qu'après, quand ça arrive, ces techniques-là, quand c'est pas au début de la relation, il y a d'autres mécanismes qui se mettent en place. Il y a un autre terme aussi, j'en parlerai tout à l'heure. Et donc, du coup, l'idée, c'est que vous vous retrouvez au début de la relation et d'un coup, la personne, elle est hyper engagée. Il y a plein de compliments et vous trouvez que c'est un peu excessif. Alors, c'est un petit compliment, ce genre de choses, c'est sympa. Mais quand ça devient trop excessif, ça devient suspect. Il y a après aussi ce côté d'inonder la personne d'affection, quoi, tu vois, où on va te noyer dans l'affection, on va essayer de t'accaparer ton attention et ton temps, tu vois, quand tu es tout le temps au début au couple, tu as envie de passer tout le temps, d'être tout le temps collé l'un à l'autre. Et il y a aussi des mécanismes où la personne tout de suite, ça fait genre 2 semaines qu'on se fréquente et ça va tout de suite parler de mariage, d'engagement, de choses un petit peu trop intenses pour un début de relation. Et dans le même temps, ça va chercher à ce que vous sortiez moins avec les amis, avec la famille. C'est d'accaparer la personne pour engranger des mécanismes d'isolement. Vous voyez? Et une fois que la personne elle est isolée, on a l'emprise dessus. Et à partir de là, l'excès d'attention et d'affection s'éteint. Et on se retrouve tout seul dans son coin, on se retrouve après pris un petit peu dans des mécanismes de dépendance affective. Et c'est là où, après, en général, quand les mécanismes de dépendance affective se mettent en place, où on commence à se sentir plus aussi bien qu'avant, et ça au bout de 2-3 mois, ça commence à redescendre. Et là, c'est fini, quoi, la lune de miel, quoi, vous voyez, il y a d'autres personnes, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle d'ailleurs en français, c'est le syndrome de la lune de miel. Mais qui n'arrivent pas au moment du mariage, mais tout de suite au début de la relation. Et ça, c'est en général un gros red flag. C'est vraiment quelque chose de terrible. Ouais, exactement, Chichi. Il y a un moment donné, c'est vrai qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Clairement. Clairement, c'est quelque chose de... Ouais. Je comprends. Après, comme on dit souvent... Je veux dire, être en couple, c'est résoudre à deux des problèmes qu'on n'aurait pas eu tout seul. Eh ben merci Léa. Bienvenue dans bienvenue dans le live. Justement, aujourd'hui, le thème, c'est que je vais vous citer, là j'ai parlé du love bombing, je vais vous en citer 9 autres. 9 autres. L'idée, c'est de partager 10 techniques de manipulation qui sont souvent utilisées dans les relations toxiques. Pas pour que vous les utilisiez, mais pour que vous puissiez les identifier, en sortir si vous êtes dedans, et surtout ne plus retomber dedans. Parce que si on ne sait pas les reconnaître, quand on se retrouve face à quelqu'un qui les utilise contre nous, on se fait avoir, et après c'est trop tard, quoi, entre guillemets. Après, il n'y a plus qu'à travailler sur soi, à se reconstruire, et donc si on peut éviter la catastrophe, c'est tant mieux, quoi. Oui, je suis assez d'accord, on est dans une période où effectivement les relations ont tendance à être un petit peu trop superficielles. Après, pas fort, oui, différemment, quoi, si je puis dire, ouais. Bah oui, je suis là pour ça aujourd'hui. Il n'y a pas de souci, Eléa. C'est tout le but du live. Donc, lâche-toi dans les commentaires. S'il y a des questions justement sur les sujets que j'aborde, je suis là pour ça. Ouais. Hello Aurélie. Ça marche aussi. Ça marche aussi à condition de pouvoir, pour jeter, il faut déjà pouvoir reconnaître qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Hein. Parce que tu vois, pour dire on jette, oui, mais on jette quand? Quand est-ce que c'est le moment de mettre un terme à la relation? Quand est-ce que c'est le moment de dire stop? Eh ben, c'est quand on identifie ces mécanismes-là, quoi. Hein, c'est pour ça que j'en parle, ouais. Alors, si par exemple on est une personne qui communique beaucoup, mais qu'en face, alors attends, je vois pas pourquoi il me le cache le commentaire. Hop là.
J'ai pas tout le... Voilà. Mais quand l'autre se braque et ne veut pas parler de ses émotions et de son ressenti. Alors, comment on peut l'aider à le faire avec de la communication, de l'empathie? Merci d'avoir épinglé le commentaire, Maïli. Avec de l'empathie, de la communication, mais effectivement, pour faire une relation saine, il faut être deux. Et donc, si on ne peut pas communiquer sur les problèmes et en parler, et échanger sur le sujet, il y a parfois c'est que la personne en face ne veut pas résoudre le problème. Et typiquement, quand il y a des couples où il y en a un des deux qui veut ou qui identifie qu'il y a des problèmes, qui propose ah bah tiens, ce serait peut-être bien que pour résoudre nos tensions, on aille faire une thérapie de couple, par exemple, et que l'autre en face te dit que ça sert à rien, c'est réellement que ça sert à rien. C'est qu'elle n'a pas envie de résoudre le problème et que c'est perdre son temps et perdre son argent à les consulter, puisque de toute façon, cette personne-là n'a pas l'intention de changer. Donc après, on peut pas changer les gens, quoi. Hein. Après, comme je dis souvent, on peut pas changer les gens autour de soi, mais on peut changer les gens autour de soi. Exactement, ouais. Le fait de mettre en confiance, c'est hyper important. C'est là que je disais beaucoup de communication. C'était le but. Le but de la communication, c'est de mettre en confiance. Et effectivement, le jugement, c'est là où j'allais y venir. Le jugement, donc merci pour le commentaire. Tu me prémâches le travail, merci beaucoup. Effectivement, mettre en confiance et ne pas juger. Parce que bien souvent, quand il y a des tensions, il y a un petit peu d'ego qui se met des mécanismes de l'ego qui se mettent en place. On essaie d'avoir raison ou de défendre son point de vue. Et que quand il y a un conflit et qu'on a envie d'avoir une relation saine, le but, c'est pas de chercher qui avait raison, qui avait tort. C'est d'être ensemble face à un problème, de se dire on fait équipe, on a un problème, on fait équipe contre ce problème et on essaie de le résoudre ensemble. Sans jugement, sans problème, c'est pas... Effectivement, le jugement, c'est hyper important d'en sortir et d'essayer d'aborder les sujets sans cette notion de jugement, sans se dire ah bah tiens, quand t'as fait ceci, t'as eu tort. C'est plutôt de dire quand t'as fait ceci, ça m'a blessé. Par exemple. Où je me suis senti agressé, je me suis senti parler de soi. C'est un sujet qui est souvent abordé en communication non violente. C'est plutôt que de mettre la faute sur l'autre, par exemple, c'est de lui proposer de plutôt parler de ce que nous, on a ressenti. Comme ça, l'autre ne se sent pas forcément agressé, quoi. Après, c'est libre à lui, quoi. Hein. Mais après, on ne peut pas non plus changer l'autre, quoi. Hein. On peut tendre la main, on peut proposer des solutions, mais il faut que la volonté vienne des deux côtés, quoi. Hein. Et typiquement, quand il y a du love bombing, pour rester sur ce premier point, quand il y a un problème de love bombing, c'est de dire à l'autre, doucement, allons-y pas à pas, ne brusquons pas les choses, apprenons-nous à nous connaître un peu plus. Et si la personne, elle est juste en train d'essayer de vous accaparer, elle va se braquer, elle va mal le prendre, elle va se sentir rejetée, alors que si c'est quelqu'un qui a envie d'avoir une relation saine et qui vous respecte, la personne va vous dire « Ok, j'entends, il n'y a pas de souci, on va peut-être un peu trop vite, j'ai envie que ça se passe bien, je me suis peut-être un peu emballé. » Vous voyez, la réaction ne va pas être la même. Et c'est là où on peut identifier et repérer les red flags. Et donc, à partir de là, après, libre à vous de prendre votre décision, quoi. Hein. Alors, le deuxième dont je veux vous parler, qui est probablement le plus important et à retenir dans le cadre des relations toxiques, quand on est déjà engagé dans la relation, après du coup la phase de love bombing. Eh ben merci beaucoup, je fais de mon mieux. Alors attends, Chichi, celui-là il a été bloqué, celui-là je le vois, à un moment donné tout le monde est... On peut le... Oui, il peut s'apparaître, celui-là il n'y a pas de souci, Chichi. Celui-là je le vois. Donc à un moment donné, tout le monde est adulte et à chacun de faire le travail qu'il doit faire exactement. C'est comme ça qu'on construit une relation saine. Faut que c'est pas c'est de ta faute ou c'est de ma faute ou c'est chercher qui c'est qui a la faute. C'est il y a pas, moi je suis pas dans le truc c'est 50-50 ou c'est 70-80 où on essaie de trouver à combien de pourcents c'est la faute de l'autre. Pour moi, c'est 100% de ma faute et 100% de la faute de l'autre. Ce qui m'appartient, m'appartient. Ce que j'ai fait faux, c'est 100% de ma faute. Ce que l'autre a fait faux, c'est 100% de sa faute. Voilà, et à chacun de son côté à faire le travail pour que la relation puisse s'épanouir. C'est de la responsabilité de chacun. Donc, le deuxième point, la deuxième technique dont je voulais vous parler aujourd'hui, qui est une technique qu'on retrouve beaucoup. J'en ai encore discuté avec un avocat il y a quelques semaines qui me disait c'est
ce qu'on retrouve le plus souvent dans les relations et qui pousse les gens à se finir devant un tribunal. C'est la technique Darvo. Darvo, c'est un acronyme pour voilà, D-A-R-V-O, qui, alors ça tombe bien parce qu'en anglais et en français, dans les deux, ça marche. C'est le D, ça veut dire déni, le A, c'est attaque, le R, c'est pour renversement, et le V et le O, c'est pour renverser le rôle des victimes et de l'oppresseur. Donc l'idée, c'est que quand les gens se sentent mis à mal ou qu'on leur mette une responsabilité sur le dos, parce que les personnes toxiques, typiquement les gens qu'on met l'étiquette pervers narcissique, mais il n'y a pas besoin d'être au stade pervers narcissique pour se comporter comme ça, il y a juste besoin d'avoir un problème de ne pas vouloir prendre ses responsabilités, d'avoir un ego surdimensionné. Quand on se retrouve dans cette catégorie de personnes, et ben d'abord, quand vous allez parler du problème, comme c'était dit tout à l'heure, alors je vais essayer de remonter un petit peu dans les commentaires, je ne sais plus qui c'est qui disait ça. Ouais, c'était Eléa qui disait justement quand l'autre veut pas, l'autre se braque et tout ça. Typiquement, au début, quand on va essayer de parler du problème, on va se retrouver avec quelqu'un qui nie le problème, qui va vous dire « je vois pas de quoi tu parles ». Ça aussi le mantra, le mantra du pervers narcissique. Vous pouvez voir dans mes vidéos, il y en a une que j'ai appelée comme ça. Et donc au début, la personne, elle va nier le problème. Ensuite, une fois qu'elle aura nié le problème, elle va essayer de vous attaquer sur ce même problème. Si par exemple, vous lui avez dit « t'as pas été assez, tu m'as caché des choses », la personne va d'abord nier qu'elle vous a caché des choses. Ensuite, elle va essayer de vous attaquer, vous, sur des points que vous avez soi-disant cachés, même si c'est pas vrai. Elle va essayer de modifier un peu le narratif, de vous chercher la petite bête des moments où vous n'avez pas été 100% transparent sur des détails de la vie quotidienne, pour vous traiter, vous, de personnes qui cachent les choses. Comme ça, ça va essayer, dans sa perception des choses, de rééquilibrer un peu la balance. Ce qui est complètement erroné, hein, mais bon, c'est comme ça qu'ils perçoivent les choses. Donc le déni, retourner le sujet sur lequel il y a eu du déni en attaque, et une fois que c'est retourné en attaque, et ben la personne va commencer à en parler aux gens autour d'eux, de vous, de votre cercle. Si vous êtes en couple, ça va en discuter avec des amis ou avec des membres de la famille que vous côtoyez, pour se faire passer par la victime. Au lieu de dire « j'ai caché des trucs, elle l'a mal pris », vous voyez, ça va plutôt être un narratif où vous vous vexez, vous voulez contrôler, et ça va vous faire passer pour le méchant. Comme ça, on va retourner le rôle de victime-oppresseur. C'est plus vous, la victime, qui avez subi voilà, des cachotteries. D'un coup, c'est vous qui allez l'agresser et qui lui faites trop de reproches. Et comme ça, le mécanisme Darvo se met en place. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Est-ce que ça vous parle, ce genre de comportement? Ce mécanisme dans les conflits de couple, par exemple, c'est quelque chose qui ressort souvent. Où du coup, les personnes, voilà, ça va vous la faire à l'envers comme ça. Et malheureusement, quand on se rend compte de ça, c'est bien souvent qu'en fait, la personne, ce qui compte le plus pour cette personne-là, à ce moment-là, c'est pas d'avoir une relation épanouissante. C'est d'avoir raison. C'est d'avoir le dessus sur vous et pas de s'épanouir dans la relation de couple. Et donc, en le nommant, en disant « écoute là, moi j'ai pas envie qu'on soit en face à face, j'ai envie qu'on résolve le problème », vous tendez la perche pour résoudre le problème, mais si c'est vraiment une personne qui a des problèmes, elle va pas vouloir faire le travail sur elle, elle va pas vouloir prendre ses responsabilités et ça va coincer. Donc dans ces moments-là, c'est qu'il est peut-être temps de mettre un peu de distance, malheureusement. Vous voyez, c'est comme ça, c'est le jeu. C'est le jeu. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur cette méthode de Darvo? Ou est-ce que j'enchaîne tout de suite sur la prochaine? Hop. Si je vois pas de commentaires, je continue sur la prochaine. Alors, la prochaine dont je voulais vous parler, c'est la technique de l'aspirateur. En anglais, c'est le hoovering. Alors, l'idée du hoovering, c'est qu'à un moment donné, justement, quand vous repérez qu'il y a du love bombing, quand vous repérez qu'il y a des méthodes Darvo, que vous avez repéré qu'il y avait un mécanisme un petit peu comme ça de manipulation qui va se mettre en place, vous allez tenter de prendre vos distances. Et quand vous allez tenter de prendre vos distances, cette personne va sentir qu'elle perd son emprise sur vous. Et c'est pas son but, puisque c'est une personne qui veut vous manipuler. Donc son but, c'est de garder son emprise sur vous. Et donc pour garder son emprise sur vous, et dans ce cas-là, il va utiliser cette technique de l'aspirateur qui va être les fameuses promesses de changement
Et quand il y a des tensions dans le couple, on s'est bien pris la tête, au point où on se dit, bah tiens, c'est peut-être temps de se mettre de la distance. Et à ce moment-là, la personne va vous faire plein de belles promesses. Et malheureusement, quand il y a ces belles promesses-là, vous allez vite vous rendre compte, au bout de quelques jours, parfois quelques semaines, que c'était juste des belles promesses et ça ne tient pas dans le temps. Ça, c'est la fameuse technique du hoovering. Et donc il y a les belles promesses, il y a le côté aussi de les personnes qui vont s'apitoyer, qui vont vous dire ah mais c'est à cause de mon passé, c'est à cause de, vous voyez, vont essayer de titiller le côté de la pitié quoi en fait, que vous ayez de la peine et de jouer sur cette corde là. Ça c'est aussi une autre manière de le faire. Ça va aussi forcément essayer de retenter un petit peu comme avec le love bombing, c'est dans ces moments là où vous allez vous retrouver avec 15 appels en absence, plein de messages, la personne elle va essayer de vous garder accroché quoi en fait. C'est là où la technique de l'aspirateur se met en place. Et ça va aussi, quand c'est typiquement dans des relations qui a un petit peu duré, ça va aussi vous rappeler un petit peu la nostalgie. Viens, on repart tout à zéro, on fait table rase, on oublie le passé, ce genre de choses, vous voyez. Alors que quand vous faites table rase du passé, vous, bien souvent, vous laissez la porte ouverte à ce que la personne recommence. Et ça, c'est pas top. Et oui, voilà, on enchaîne. Ouais, je viens de voir ton commentaire. Et ça, voilà, quoi, c'est vraiment pas top. Et donc, pour éviter ça, pour en sortir, ce qui est important de faire, c'est d'une part d'établir des limites saines, de poser vos limites. Parce que quand vous sentez que la personne elle essaie de se raccrocher et de dire non, il y a eu un réel problème, voilà, faut pas qu'on retombe dedans, c'est important. De proposer du soutien, de s'entraider là-dessus, de se dire ok, il y a du changement, très bien, il y a des belles promesses, on n'est pas humain, ça va peut-être pas marcher du premier coup, mais il va falloir qu'il y ait une progression régulière. Sinon, il va falloir mettre un terme à la relation. Et c'est pas juste du chantage ou des menaces, dans ce cas-là, c'est juste attention, quoi. Et il faut vraiment passer à l'action si la personne recommence, quoi. Il faut vraiment dire ok, net, quoi. Hein. C'est dire stop, parce que sinon après ça tourne en rond. Et si on donne l'opportunité à la personne de recommencer une fois, et qu'on laisse couler, à partir de là, c'est plus une erreur humaine. Faire une fois la faute, c'est ok, on se prend la tête, on en parle, on la recommet plus. Excuse-moi, je voulais pas te blesser, tu voyais ce que je veux dire. Je ferai plus ça, mais si la personne recommence à faire ça et que vous laissez passer, après, on est là, du coup, dans un mécanisme qui va se répéter et se répéter et se répéter. Et la personne ne respectera jamais vos limites. C'est malheureusement aussi simple que ça à dire, mais après à vivre, on peut se prendre la tête pour essayer de pourquoi la personne recommence, pourquoi ceci, pourquoi cela, ça sert à rien. Dans ces cas-là, il faut juste tourner la page et s'en aller. Aussi simple que ça, les amis. Dans la même veine, non, désolé, je ne prends pas de co-hébergement aujourd'hui. Il y a une autre technique qui est un peu similaire, où en anglais, là, du coup, il y a un terme qui s'appelle l'harponnage. Donc, vous voyez, il y a la technique de l'aspirateur, comme je disais, mais après, la technique de l'harponnage. Alors, l'harponnage, c'est un petit peu le même concept, mais axé sur la spiritualité. Là, c'est un petit peu plus vicelard, en fait, si je peux me permettre d'utiliser ce terme-là. La personne, dans ces cas-là, elle va chercher à vous épuiser émotionnellement, avec des tensions, avec des prises de tête et ce genre de choses, et après, elle va promettre de vouloir résoudre le problème, mais sous un angle un peu plus spirituel. C'est là où il y a avec l'harponnage. C'est aller chercher un petit peu plus loin pour vous accrocher, quoi. Et là, en fait, parce que l'aspirateur, ça marche quand vous êtes un peu proche, mais quand vous avez déjà un peu pris de distance, il va falloir lancer l'hameçon, quoi, carrément. L'aspirateur n'arrive plus à vous aspirer. Donc, dans ces cas-là, sur le côté spirituel, ça va être des trucs avec l'horoscope, avec les signes astrologiques. On va dire, oui, mais moi je suis tel signe, et toi t'es tel signe, ascendant cela, on a un bon fit, et voilà. Ou alors, je suis allé consulter un médium qui m'a dit qu'il y avait dans la lignée, dans le passé, ceci ou cela, ou qu'il y avait des mauvaises énergies autour de nous, qu'il fallait qu'on fasse un nettoyage énergétique. Vous voyez ce genre de discours ? Ça s'appelle en anglais du harponnage. Et c'est assez tendancieux parce que ça va jouer sur votre spiritualité, sur vos croyances. Et du coup, vous pouvez tomber dans le panneau assez facilement. Parce qu'après, on va dire oui, ok, j'y crois, au monde spirituel, tout ça, allez hop. Et là, vous vous faites avoir et vous retombez dans le piège. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu ça ?
qui ont déjà vécu ça, ce genre de truc, à dire, voilà, tiens, il y a peut-être des mauvaises énergies, ou c'est peut-être mon passé, ou les ancêtres, ou ceci. Et ça, c'est vraiment pas terrible, quoi, vraiment. Merci beaucoup pour les tapotages. Et oui, bah oui, c'est le but, hein. Le principe même de ces mécanismes-là, c'est que ce n'est jamais direct. Ça peut pas être parce que si on le fait, si c'était trop direct, personne n'est dupe. On les verrait venir avec leurs gros sabots et on tomberait pas dans le piège. Là, l'idée, c'est que c'est toujours un petit peu comme une sardine qui essaye de se faufiler entre les mailles du filet, quoi, hein. Le filet, c'est vous et la sardine, c'est eux. Voilà. Pour sortir, pour contourner vos limites et essayer de vous avoir et vous garder sous emprise. C'est tout le but. Désolé les amis, je prends pas de co-hébergement pendant les événements. Alors, passons à une autre technique qui est tout aussi malicieuse, mais dont on parle plus souvent dans les médias ou sur cette plateforme, avec la fameuse histoire du portable. Est-ce que je partage mon portable avec l'autre? Est-ce que je donne accès à toutes ces informations-là à l'autre ou pas? Est-ce qu'on partage notre intimité? À quel degré on partage notre intimité? Il y a la fameuse technique qui s'appelle du gatekeeping. Le gatekeeping, c'est une technique où là, on va contrôler l'accès et l'information. Là aussi, c'est une technique d'emprise sur vous où typiquement, quand vous êtes dans un cercle d'amis, il y aura par exemple, je sais pas, des discussions où ça va papoter sur votre dos et vous n'allez pas avoir l'info. Et donc vous allez commencer à être un petit peu dans le brouillard, quoi, vous voyez. Il y a par exemple sur l'organisation, sur les événements, vous voyez, ah bah tiens, d'un coup ça va vous dire, vous allez proposer une certaine activité un jour, ah bah à la limite Chachou, on peut la prendre. On va voir si on peut la prendre 2 secondes. Hello Chachou, comment tu Salut vas? Julien! Oh là là, Ça il y va a bien? d'autres gens qui me demandent. Attends, je monte mon volume, parce que sinon je t'entends pas. Ça va Julien? Bah ça va très bien. Écoute, je suis en train de papoter de relations toxiques. Est-ce que ça te dit? Oula, oula, moi tu sais, hein, je vais te dire, je suis une abonnée moi. Eh Je ben suis écoute, abonnée quoi, sans le vouloir. je partage des clés sur différentes techniques de manipulation et là pendant encore quelques minutes et voilà, ça te dit de rester avec nous, de papoter de ça et puis voilà. Sinon après et sinon bah et si voilà. Ouais, bah écoute, hein, vas-y, vas-y, on se lance un petit match en même temps. Et bah allez, on peut faire ça. Hop, Allez, vas-y. voilà. Comme ça, vous pouvez tapoter en même temps, les amis. Quentin, Donc t'en entends mal ou pas? je parlais de la technique du gatekeeping juste avant. Le gatekeeping, c'est le contrôle de l'information. Quand les gens, justement, ils veulent absolument avoir accès à votre portable ou qu'ils veulent justement restreindre l'accès au portable, une personne qui vous trompe, par exemple, personne qui est pas fidèle, elle va pas vouloir être transparente avec vous sur son agenda, sur son planning, sur ce qui se passe sur son téléphone. Vous voyez, il y a de l'information comme ça qui va être cachée. Alors bien sûr que les correspondances, que ce soit papier ou par téléphone, ou voilà, c'est quelque chose de privé. Pour rappel, c'est illégal de fouiller dans les correspondances des autres sans son accord. D'accord? Donc fouiller dans le téléphone portable de votre conjoint, de votre copine ou copain, ça c'est illégal, qu'on soit clair. Par contre, de mon point de vue, quand on est en couple, c'est partager son intimité. Et si on partage l'intimité sous la couette, pourquoi on ne partagerait pas sur son téléphone? Qu'est-ce qu'on a à cacher, quoi, vous voyez? Donc ça peut être un signal d'alerte pour vous quand quelqu'un cache trop les choses comme ça ou n'est pas assez transparente pour vous dire qu'est-ce qu'il y a à cacher, quoi. Vous voyez, ça peut être quelque chose qui vous met le doigt dessus. Parce qu'après, bah, sinon, on se fait pigeonner, quoi. On peut être pendant des années à se dire, oh, je fais confiance, mais après, voilà, il y a faire confiance aveuglément. Donc, typiquement, sur l'exemple du portable, quand on fait confiance aveuglément, on va jamais vérifier. Mais après, il y a aussi faire confiance d'un œil, ou de temps en temps vérifier, pour bah, maintenir la confiance, quoi. Après, la confiance, ça se construit aussi dans le temps, et à force de voir que la personne fait rien de mal, on n'a plus envie d'aller regarder. On sait qu'on peut faire confiance, mais il y a bien le terme de la confiance aveugle en français qui est pas la même chose que juste la confiance. La confiance aveugle, c'est quand on vérifie jamais. Et une confiance saine et raisonnable, c'est quand de temps en temps on s'autorise quand même à les vérifier. Et si la personne en face n'a rien à se reprocher, on peut, voilà, hein. Je sais pas si vous avez déjà vu les vidéos où il y a des gens qui s'amusent, ils sont au restaurant et ils s'amusent à prendre le téléphone de l'autre
pour voir comment il réagit. Et il y en a certains qui vont sauter sur leur assiette pour pas que l'autre pique dans son assiette, et il y en a d'autres qui vont s'énerver parce qu'ils ont piqué le portable. Ça doit vous mettre le doigt sur, ça doit vous alerter. Qu'est-ce que tu nous dis, Léa? Cela dit, certaines choses sur le téléphone, ouais. Hmm. Bah exactement, c'est l'après, faut trouver, comme dit, voilà, ça devient malsain quand c'est abusif. Je veux dire, il y a une différence entre de temps en temps, voilà, de temps en temps jeter un petit coup d'œil et effectivement vouloir absolument tout contrôler. C'est là où il y a un équilibre à trouver. Quand c'est trop d'un côté, c'est pas bon, quand c'est trop de l'autre, c'est pas bon. C'est toujours pareil, quoi. C'est une question de modération et d'équilibre, quoi, hein. Parce qu'après, l'idée, c'est pas de contrôler tout, quoi, hein. Mais moi, je vois, j'ai des couples d'amis autour de moi qui sont mariés. Quand j'en appelle un, je sais pas lequel des deux va décrocher. Je sais très bien que je peux appeler l'un ou l'autre. J'ai même deux couples autour de moi où ils en sont même au stade où ils ont exactement le même portable avec le même mot de passe. Comme ça, tout le monde sait bien que t'appelles un numéro ou l'autre, ils ont les deux le même portable, ils font pas gaffe lequel est à qui, tu vois, ils s'en fichent, ils ont rien à cacher l'un à l'autre, et ça se passe très bien, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont mariés. C'est des gens qui se sont mis en couple à la fac et qui, passé approchant de la quarantaine, à l'approchant de la quarantaine, ça se passe toujours bien, quoi, tu vois. Mais après, de toute façon, pourquoi, voilà, quand on sait qu'on veut les appeler pour les inviter à une soirée, on va pas en inviter un et pas l'autre. Donc, forcément, il n'y a pas de, voilà, quoi, hein. Il n'y a pas de mal, quoi, hein. Si je veux parler à l'un, je peux le dire à l'autre, si je veux, enfin, voilà, quoi, hein. Il n'y a pas de raison de cacher, quoi, hein. Sauf quand des fois, il y a des, par exemple, quand il y a des préparations d'enterrement de vie de garçon, d'enterrement de vie de jeune fille, des choses comme ça, temporairement, voilà. Après, ça se dit, tu vois, il y a des événements où il y a un anniversaire qui arrive. C'est évident que si la personne elle veut organiser un petit truc, on va pas aller regarder spécifiquement à ce moment-là. Faut être un peu ouvert d'esprit et malin, hein, et un peu, voilà, avoir un peu de jugeote quoi aussi à ce niveau-là, hein. C'est la moindre des choses. Il y en a encore une pour continuer qui est très utilisée, c'est la fameuse loi du silence. Vous savez, quand vous n'êtes pas comporté comme la personne en face de vous avait envie que vous comportiez, cette personne-là va vous faire la gueule, va vous ignorer, va faire que c'est comme si vous n'étiez pas dans la pièce. Ça s'appelle la technique de la loi du silence. Alors c'est pratiqué dans deux cas, soit par une personne manipulatrice ou un pervers narcissique ou ce genre de profil qui le font pour maintenir une certaine dépendance affective chez vous, soit les personnes qui le subissent et qui se finissent par s'enfermer sur eux-mêmes. Vous voyez, donc c'est pas le comportement, le fait de se renfermer sur soi et de plus parler, c'est pas forcément toxique en soi. Ce qui est toxique, c'est quand on le fait dans le but de changer le comportement de l'autre. Là, ça devient malsain. Est-ce que vous comprenez cette subtilité? Parce que quand il y a quelqu'un qui, voilà, qui est mal, eh ben, merci, merci pour le soutien, merci pour les tapotages et les petits bonus, les amis. Ah bah moi, Merci tout le monde est beaucoup. parti, hein, du coup. Ouais. Ils veulent pas en entendre parler. Merci pour le cœur du jour. Moi, ils veulent pas en entendre parler, ils sont tous partis, du coup. Ah, Je te ouais, jure, hein. chacun son truc. Ah bah ouais, hein, c'est ça, hein. C'est Hmm. ça. Bon, bah écoute, hein, Alors, je vais vous laisser dans votre conversation, du coup, je vais essayer de faire revenir du monde. ça marche, y a pas de souci. Eh ben, à Bon, bah plus allez, tard. à plus Ciao, tard. ciao. Ciao, ciao. Hop. Alors, donc pour continuer sur l'idée de la loi du silence. L'idée, c'est de vous isoler, parce que forcément, quand il y a ce hello, quand il y a ce comportement-là, on va ruminer, on va se focaliser sur la personne là, parce que vous allez être dans un état de confusion émotionnellement et psychologiquement, et ça permet de renforcer l'emprise que la personne a sur vous. Et ça, c'est pas le top. Donc l'idée dans ces cas-là, c'est émotionnellement et psychologiquement, et ça permet de renforcer l'emprise que la personne a sur vous. Et ça, c'est pas le top. Donc l'idée dans ces cas-là, ce qui est important de faire, c'est d'établir des limites saines. Et quand je dis des limites saines, dans ce cas-là, mettre une limite quand la personne ne vous parle pas, c'est de clairement lui dire quand il y a un problème, il faut qu'on communique pour résoudre le problème. Et donc c'est pas en faisant la gueule qu'on résout le problème, d'accord? Et donc ça c'est une limite, de dire voilà, il y a un problème, on en parle. Si on n'en parle pas, moi ça me va pas. Ignorer le problème, faire voilà, c'est pas comme ça que ça marche. Ça c'est une limite saine.
Cherchez aussi de l'aide à l'extérieur, en parler à un thérapeute et pas forcément à votre tata ou à votre maman ou aux gens autour de vous parce que c'est pas des experts du dev perso, c'est pas des thérapeutes, ils sont pas forcément outillés et ces gens-là parfois ont leur propre agenda et ils vont pas forcément vous donner des bons conseils sans avoir de mauvaises intentions contre vous, c'est juste que ils sont pas formés pour donc c'est pas forcément les bonnes personnes à aller voir et dans l'idéal, après, quand on a identifié des mécanismes toxiques, c'est d'aller se faire une thérapie en couple pour avoir une tierce personne de confiance qui a un regard extérieur sur la relation pour pas chercher à qui c'est la faute, de pas avoir un arbitre, mais avoir une personne, parce que le thérapeute ou les thérapies de couple, ils sont pas là du tout pour arbitrer, dire qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort. Et ils sont là pour justement vous dire une personne, parce que le thérapeute ou les thérapies de couple, ils sont pas là du tout pour arbitrer, dire qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort. Et ils sont là pour justement vous dire ah, ça bug un peu. Je vais pas continuer à vous papoter si ça bug. Est-ce que vous m'entendez bien? Ou est-ce que ça bug encore? Est-ce que vous pouvez juste me dire si c'est bon dans le chat? Moi, quel est mon métier? Mon métier, c'est d'accompagner les gens là-dessus. Je suis auteur. Tu vois, j'ai écrit... Hop là. J'ai écrit un bouquin sur les relations toxiques et j'ai écrit un bouquin sur la résilience. L'idée, c'est pour aider les gens à surmonter les épreuves de la vie. Les relations toxiques, bien souvent, ça fait ça. Ah, ok, ouais. Ah, je suis en 5, ça fait ça. Ah, ok, ouais. Ah, je suis en 5, je suis en connexion sur la 5G avec le portable, c'est peut-être pour ça. Donc voilà, et puis je me suis formé en psychologie neurolinguistique et après je me suis aussi formé là-dessus parce que j'avais besoin de... J'avais ce genre de problème-là à un moment donné. Quand c'est dans le couple, on peut aller faire une thérapie de couple, mais quand c'est avec des collègues de boulot ou avec des associés, en tant que chef d'entreprise, je me suis moi-même aussi formé sur ces outils-là pour pouvoir mieux gérer mes équipes et mieux m'épanouir, que ce soit moi à titre personnel, mais aussi à titre professionnel, quoi. Parce que je suis chef d'entreprise depuis 2011, donc à un moment donné, on y passe quoi. Même encore cette semaine, dès le début de la semaine, ça a commencé, tu vois. Quelqu'un avec qui j'ai commencé à travailler ou ça l'a pas fait, donc ça m'a permis, le fait d'être formé là-dessus, d'avoir écrit ces bouquins-là, ça m'a permis de tout de suite pouvoir poser la limite et passer la main à quelqu'un d'autre. Voilà. Sans trop se prendre la tête, sans trop m'engager aussi moi émotionnellement. Ça, c'est un gros bonus que je vous invite à... pour ça que je partage ces informations-là. C'est qu'une fois qu'on a appris à reconnaître ces signaux-là, qu'on pose ses limites, qu'on pose ses limites, on est beaucoup plus apaisé à l'intérieur. Et pourtant, moi, j'ai des troubles d'hyperactivité, tout ça, hein, j'ai la pêche, c'est pas la question. Mais en moi, je suis calme, je suis en paix, même si je suis plein d'énergie. Vous voyez ? Et ça, c'est cool, quoi. Ça n'a pas de prix. Vraiment, la paix intérieure, ça n'a pas de prix. C'est cool, quoi. Ça n'a pas de prix. Vraiment, la paix intérieure, ça n'a pas de prix. Alors, je vais vous en faire encore un petit qui est vraiment moi qui m'a retourné le cerveau pendant des années avec une de mes ex et avec un membre de ma famille, c'est les fameux messages enveloppes. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler des messages enveloppes? Ça, c'est quelque chose de vicelard et de subtil et qui est vraiment important de reconnaître. Parce que quand quelqu'un utilise des messages enveloppes, c'est que cette personne-là n'a aucune bonne intention dans la relation et pourtant se prétend être proche de vous. Donc c'est vraiment un gros signe d'alerte dont il faut parler et si la personne ne s'engage pas à ne plus se comporter comme ça, va falloir prendre les distances. Parce qu'il y a vraiment la volonté de nuire dans ces cas-là. Les messages enveloppes, c'est quand quelqu'un va vous balancer un pic qui va vous donner envie d'exploser, de faire un foin. Et les gens autour qui sont présents, typiquement ça va être en public, quand vous êtes à un repas de famille ou ce genre de choses, c'est dans ces cas-là, la personne, elle va vous balancer un petit pic et les gens autour vont vous dire bon, c'était pas grave, tu vas pas te vexer pour ça, tu vas pas faire tout un fromage pour ça, tu vas pas en faire toute une affaire, alors que ça vous a vraiment affecté. C'est ça les messages enveloppes. Ça s'appelle les messages enveloppes parce que les gens autour de vous, ou quand vous allez le raconter à quelqu'un d'autre, ou quand eux vont en parler à vos proches et tout ça, à vos amis,
ils vont voir que l'enveloppe. Et donc, ils vont voir une belle enveloppe. Parfois, ça peut même être un cadeau. Vous voyez, on va vous faire un cadeau d'anniversaire. Vous allez trouver que c'est un cadeau empoisonné. Les gens vont dire, bah quand même, c'était un geste sympa, c'est un cadeau. Alors que vous allez comprendre, par rapport à l'histoire que vous avez avec la personne, vous allez comprendre que c'est une attaque. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment terrible parce que c'est hyper difficile d'avoir de l'aide des gens autour de vous dans ces cas-là. Parce que eux ne voient pas le mal. Vous voyez, le problème du message enveloppe, c'est le message qui est à l'intérieur de l'enveloppe, qui vous est personnellement adressé, qui est là pour vous blesser, pour vous faire sortir de vos gonds et vous faire passer pour le méchant de l'histoire. Donc cette personne-là n'a pas envie que ça se passe bien entre vous. Elle a envie de ne pas être la méchante de l'histoire, elle a envie de vous faire passer pour le bourreau, pour le méchant dans l'histoire. Et ça, c'est vraiment important à identifier, parce que sinon, vous allez en manger, vous allez vous en prendre plein la tête pendant des années, si vous ne repérez pas ça. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une clé qui est bien à identifier, c'est les fameux messages enveloppes. Ces petits pics qu'on vous adresse, qui vous sont personnellement destinés, et quand vous allez en parler, on va vous dire, les gens de l'extérieur ne vont pas voir le message qu'il y a dans l'enveloppe, ils vont juste voir la belle enveloppe, et ça c'est pas top, quoi, vous voyez. C'est... Oui, après ça c'est aussi l'inverse. Effectivement, il y a des fois on est aveuglé et l'entourage on le voit pas et l'entourage s'en rend compte. Effectivement, comme on dit, l'amour rend aveugle. Et ça, c'est l'inverse du message enveloppe. Effectivement, ça on pourrait, ouais, ça c'est l'inverse. Ça, le côté de se mettre des œillères. Alors là, c'est soi-même, on s'auto-sabote ou c'est devant nous et on décide de pas le voir. Et on décide de pas le voir parce qu'on n'a pas encore complètement guéri nos problèmes de dépendance affective, qu'on a peut-être une petite peur de l'abandon par exemple, ou la peur de se retrouver seul. Et dans ces cas-là, on va mettre une œillère sur les problèmes pour se dire allez, on va réussir à contourner le problème et à faire en sorte que ce soit une belle histoire. Alors qu'en fait, on s'enfonce juste encore un petit, on se met les deux pieds dans la boue. Alors, j'ai pas compris ton commentaire, c'était ma question, j'ai oublié le... Ah, d'accord, ok, ouais. C'était une question, ok. Eh bah, du coup, c'était ma réponse en affirmation, quoi, tu vois. Mais j'espère que c'était clair. C'est aussi dans ces moments-là où il y a les petits comportements passifs-agressifs. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça, de ce côté passif-agressif, vous voyez? Un petit pic comme ça, là où les gens vont se dire, oh allez, oui, il l'a pas dit, il aurait pu mettre un peu plus les formes, ou voilà, oh, c'était pas bien méchant, et pourquoi tu te vexes, faut pas se vexer pour ça. Faut pas se vexer pour ça. Oui, faut pas se vexer pour ça, effectivement. Faut pas le prendre pour soi. Faut accepter que la personne en face, elle a un mal-être et elle a, voilà, et elle se sent mal à l'aise vis-à-vis de vous au point de devoir utiliser ce genre de technique. C'est pas pour autant qu'il faut tout laisser passer. Ok? Ça, de se dire ah ok, ah tu veux jouer à ça. Vous voyez, moi j'ai un peu ce côté là maintenant, c'est ah tu veux jouer à ça, très bien, je vais pas me vexer, je vais pas me prendre comme ça, très bien, je vais pas faire un point devant tout le monde parce que de toute façon personne va comprendre, très bien. Par contre en privé je vais en parler calmement, je vais dire écoute ça c'était pas ok, j'ai bien, je sais pas à quoi tu veux jouer mais là visiblement il y a une tension dont il faut qu'on parle. Et vous verrez bien si la personne est prête à dissoudre cette tension ou pas. Si la personne se braque et elle se vexe et elle se sent comme un voleur qui s'est fait prendre la main dans le sac, c'est qu'il est temps pour vous de prendre de la distance. Et pourquoi il est temps pour vous de prendre de la distance? Parce que sinon, quand on est dans le cadre du message enveloppe, les gens autour vont se transformer en singes volants. Il y a une expression comme ça, qui s'appelle les singes volants. C'est les gens autour qui gravitent un petit peu. Et en fait, malheureusement, bien souvent, quand la personne se permet d'utiliser ces petits messages enveloppes dont je parlais juste avant, c'est parce qu'elle a déjà construit un narratif avec les gens autour de vous, avec vos amis, avec votre famille, que les gens que vous côtoyez en commun, ou quand ils discutent avec eux, que vous n'êtes pas là dans votre dos et tout ça, ça a déjà semé les graines de la discorde. Comme ça, le jour où cette personne vous donne le message enveloppe dans le but de vous faire sortir de vos gonds, eh ben elle pourra dire « T'as vu, je te l'avais dit !» T'as vu? Et ou alors les gens ils vont se dire ah ouais, elle m'en avait déjà parlé il y a quelques semaines, effectivement, je vois bien, là il se vexe pour rien. Et comme ça, la personne qui observe ça
elle va prendre parti pour le manipulateur et pas pour vous, en cherchant à savoir qui c'est qui a raison, quel camp choisir. Vous voyez, et quand on est dans cette perspective-là, on est dans la confrontation, on est une équipe et on résout les problèmes ensemble. Donc c'est pas comme ça qu'on construit un couple dans le temps, ou une relation saine, vous voyez. Donc ça c'est les fameux singes volants, qui est hyper important de comprendre, parce que dans ce cas-là, ça va jouer sur votre corde sensible, avec votre besoin d'approbation de vos proches, avec votre peur d'être isolé, et ça va jouer aussi sur la loyauté, parce que dans ces cas-là, les gens autour de vous vont devoir choisir à qui ils sont loyaux, quel camp ils choisissent, et dans ces cas-là, bien souvent, vu que ces personnes-là ont fait campagne contre vous déjà en amont, c'est perdu d'avance, vous voyez. Vous vous lancez dans un débat ou dans une discussion où de toute façon, vu que les gens ont déjà entendu des ragots pendant des semaines et des mois sur vous avant, c'est perdu d'avance, vous voyez. Et après, ça sert à rien de vous lancer vous aussi à essayer de vous justifier et tout ça. Pourquoi? Parce que dans ces moments-là, c'est le moment pour vous de faire une détox relationnelle, parce que les gens qui vont prendre parti pour l'autre, sans même avoir entendu votre version, ou sans même comprendre ce qui se joue en profondeur, et pas juste en surface, avec la petite attaque que vous avez, les petites attaques que vous avez subies, et ben ces gens-là cherchaient déjà une façon de se retourner contre vous, cherchaient déjà une bonne raison pour retourner leur veste. Faut pas se mentir, faut pas être aveugle, quoi, hein, vous voyez. Et donc ça vous permet de faire le tri dans vos relations, de savoir qui sont vraiment vos amis, sur qui vous pouvez vraiment compter, savoir aussi ceux dans ces cas-là qui choisissent tout de suite un camp et qui disent c'est lui qui a raison, ou c'est elle qui a raison. Vous voyez, c'est pas les gens qui ont vraiment envie que ça se passe bien, ils vont dire écoutez, ça c'est vos problèmes, moi je suis pas votre psy, ou ils vont pas trop s'en mêler, ou alors ils vont pas prendre parti. Vous voyez les personnes comme ça, quoi. Sauf si vraiment il y a des abus. Clairement, quand il y a des problèmes de violence, typiquement, effectivement, il y a un parti à prendre, c'est le parti de la non-violence. On va pas se mentir. Il y a des cas où on prend parti. Mais pas parti pour un des deux camps, mais parti contre les problèmes. Quand on prend parti contre les problèmes, là oui on peut avancer, mais sinon c'est un gros signal d'alerte qu'il faut prendre de la distance, quoi. Voilà, parce que sinon c'est là, voilà. C'est la campagne de désinformation, vous voyez, il y a un peu une triangulation comme ça entre les gens vont faire campagne de désinformation contre vous, ça va permettre d'avoir des singes volants qui vont prendre déjà parti contre vous, de sorte que le jour où la personne qui vous manipule balance des petits messages enveloppes pour vous attaquer, eh ben vous allez vous retrouver avec les singes volants qui vont se réveiller et qui vont prendre parti. Et là, vous allez vous retrouver tout seul, et soit vous vous écrasez, ou soit vous vous faites rejeter. Et ça va jouer la corde là-dessus, quoi. Et ça, c'est pas facile à subir. C'est pas facile à subir. Mais c'est parfois le moment de se dire, il vaut mieux être seul que mal accompagné, comme au début de cette discussion, quelqu'un disait, qu'est-ce que c'est bien d'être célibataire? Il y a des fois, quand on a subi ça, effectivement, on se dit, on est mieux seul que mal accompagné. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions là-dessus? Est-ce que vous avez des questions sur les sujets, surtout ceux dont je viens de parler là pendant quelques minutes? Je vous écoute dans le chat. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions là-dessus? Ou est-ce qu'il y en a qui ont un retour d'expérience aussi à partager? Ou un sujet que j'ai pas abordé, ou quelque chose que vous avez subi, que vous êtes là, ah ouais, en fait... Mais ça, t'en as pas parlé, et qu'est-ce qu'il en est? Ou une question, allez-y, c'est le moment. Est-ce que j'ai été clair dans mes propos aussi? S'il y a des choses que je vous ai dites qui n'étaient pas claires, n'hésitez pas à me le dire aussi. Si vous voulez que j'approfondisse un sujet en particulier, je suis là pour ça. Dites-le moi, dites-le moi. Hop, alors. Dites-moi tout en commentaire. Exactement. Il y a un terme, tu vois, moi qui me suis formé en psychologie neurolinguistique. En psychologie neurolinguistique, comment on s'exprime, les mots qu'on choisit sont importants.
Et là, quand tu parles de subir, typiquement, oui, subir, c'est usant. Et une relation n'est pas faite pour ça. On n'est pas censé subir la relation. On est censé s'investir dans la relation, on est censé s'épanouir dans une relation, mais certainement pas la subir. Si on subit une relation, c'est qu'il est temps de se remettre en question. Et si on subit une relation, c'est qu'il est peut-être le temps de se dire que bah, je suis peut-être mieux seul que mal accompagné. Ouais. Et oui, bah de vivre, bah voilà, c'est ça, hein, il y a un moment donné. Et puis on n'a qu'une vie, quoi. Les années passent vite, le temps passe vite. Et après, il y a une question de respect aussi, si je puis dire, vous voyez, même pour l'autre, parce que quand on se rend compte que ça colle pas entre deux personnes, vous êtes en couple, vous dites non mais là il y a trop de problèmes, ça va pas le faire. Ça fait des mois, des semaines qu'on essaie de résoudre le problème, ça se coince, ça marche pas. Dans ces cas-là, je veux dire, par respect pour l'autre, par respect pour soi, c'est mieux de s'arrêter là. Et puis je le dis bien parce que il y a des fois, quand on est coincé dans ces situations-là, on a du mal à agir pour soi. On a même du mal, vu qu'on a tellement subi de l'enfumage, qu'on on n'y voit plus, on n'a plus les idées au clair. Et ça, c'est aussi une technique de manipulation que je peux vous partager, ça s'appelle le gaslighting. C'est une technique d'enfumage, quoi, vraiment. Et quand on a subi ça, on voit pas clair. Donc c'est compliqué de prendre des décisions éclairées, c'est compliqué de pouvoir prendre la bonne décision de est-ce qu'on reste avec la personne ou pas, vous voyez ? Parce qu'on subit trop, quoi. Donc dans ces moments-là, il vaut mieux se poser, prendre un petit peu de distance, se calmer et revenir à tête reposée. Parce que sinon, ça va pas le faire, hein, vraiment. Et puis comme dit, la vie, elle est courte. Il y a plein de gens. On est combien de milliards d'êtres humains sur Terre ? Vous voyez ? Je veux dire, des êtres humains, on peut en rencontrer plein facilement. Si on se respecte, on s'apprécie, voilà. Même si vous n'arrivez pas à faire le pas pour vous, faites-le pour l'autre au début. Vous voyez, de se dire, je te libère, je sens que ça ne va pas le faire, je te libère, je le fais pas pour moi, je le fais pour toi. Et voilà, vous voyez. Bah oui, c'est ça. C'est tout le problème, effectivement. Par petits changements, par petits changements, par petits changements, au final, on se perd dans la relation et on devient quelqu'un qu'on n'est plus, qu'on n'est pas censé être. On s'écarte trop. Alors des fois, on veut bien se changer, faire des efforts, mais pas au point de se perdre. Parce qu'au final, l'autre n'est-il pas censé vous aimer, vous apprécier pour qui vous êtes ? Ce qui n'empêche pas de vous pousser un petit peu à devenir une meilleure version de vous-même. Ça, c'est tout à fait ça. Vous aider à vous améliorer, à vous épanouir. Voilà, si la personne met le doigt sur certaines choses où vous pouvez vous améliorer, c'est ok. Mais pas au stade de subir, pas au stade de devenir un souffre-douleur. Vous voyez, il y a toujours une limite où à un moment donné, où d'un côté c'est sain, de l'autre côté ça ne l'est plus. Et ça, on le sent en soi, au final. Même si on n'a plus l'esprit clair, vos tripes, d'une certaine manière, votre santé aussi souvent vous le dit. Vous voyez, il y a un moment donné, on va se retrouver avec des angines, des laryngites, des choses qui vont nous rester en travers de la gorge, qu'on va, voilà, ou le nez pris, vous voyez, des trucs, ça, je peux plus le sentir, je peux plus le blairer, vous voyez, là, on sait au niveau du nez, ou les yeux, les conjonctivites, les allergies aussi, des fois, ça va en parler peut-être à certains, mais il y a des fois, les allergies, les choses, c'est des choses, quand on a les yeux, qu'on voit plus clair, il y a des choses qu'on ne peut plus sentir, qu'on ne veut plus voir. Et dans ce cas-là, bah, c'est le corps qui le manifeste comme ça, certains diront. Après, on y croit pas, mais en médecine, ça s'appelle la somatisation. C'est quand il y a quelque chose comme ça qu'on ne résout pas, bah, finalement, ça passe dans le corps. Et quand c'est trop refoulé, et voilà, c'est le jeu, quoi. Hein, c'est comme ça qu'on fonctionne. Alors tu nous dis, Tacha, l'entourage voit le changement, mais nous, en victime, on voit rien et on n'entend rien non plus. Bah ouais. Bah on ne veut pas non plus. Je crois qu'il faut être honnête là-dessus. Quand on se retrouve dans cette position-là, on ne voit pas ce qui nous arrive. Alors il y a des fois, effectivement, quand on a... Il y a comme quand vous savez, si quelqu'un vous met une gommette sur le front, vous vous promenez dans la rue, la gommette, vous ne la voyez pas. Par contre, tous les gens autour de vous voyez bien que vous avez une gommette sur le front. Il y a quelques semaines, c'était le 1er avril, quand quelqu'un vous colle subtilement un poisson dans le dos.
on le voit pas. Faut qu'on ait une bonne âme, quelqu'un de bienveillant pour nous qui nous dit « Hé, t'as un poisson dans le dos, t'as l'air un peu ridicule. » Et on se voile la face. Exactement. Et ça, c'est malheureusement bien souvent, comme je disais tout à l'heure, quand on a des problèmes de dépendance affective, et c'est pour ça que quand j'accompagne des gens avec mes formations sur les relations toxiques, la première étape, c'est de comprendre et de sortir de la dépendance affective. Pour ne plus se voiler la face, pour trouver cet équilibre entre je prends soin de moi, je me respecte, et en même temps je suis capable de m'investir dans une relation sans devenir complètement narcissique, vous voyez. Parce que quand on sort d'une relation toxique, on peut vite avoir cette tendance à se crisper, à devenir un petit peu trop narcissique par survie. Et dans un environnement, typiquement, si on a un pervers narcissique en face de soi, adopter des comportements qui sont en dehors de cette relation-là, qui seraient labellisés comme toxiques et narcissiques, dans cette relation-là, ça peut être simple pour s'en sortir. Mais c'est pas simple de continuer de les avoir, hein, qu'on soit bien clair. Vous voyez? Mais de toute façon, quand on est coincé avec une personne qui a quel que soit son trouble, si c'est là on parle des relations toxiques, bien souvent, dans les relations de couple, c'est des problèmes de narcissisme, sans forcément que ce soit un stade pervers, mais faites bien attention parce que on est la somme des gens qu'on fréquente le plus. Donc bien sûr que pour en sortir, on va adopter certains mécanismes dont il va falloir se libérer une fois qu'on en est sorti, mais si on reste avec et qu'on prend trop sur soi, soit on somatise, soit on devient comme eux, par survie. Parce qu'on ne peut pas subir toute sa vie. Donc si on ne veut pas subir toute sa vie, on va finir par devenir comme eux. Et à passer la patate chaude à quelqu'un d'autre. Aux enfants, par exemple. Ou aux gens autour, aux amis, aux collègues de boulot, aux employés. Si on est manager, ça va être sur son équipe en dessous. Voilà quoi. Et comme ça, on peut garder ses œillères, on peut continuer de se voiler la face et faire du transfert. Après, il y a des mécanismes là en psychologie qui s'appellent les transferts. Ce genre de choses, et c'est là où après on tombe dans le panneau, quoi, et on est dans l'engrenage. Et oui, ouais, les allergies, c'est souvent, ça peut souvent être, mais il y a des gens il y a des allergies qu'on peut lever en travaillant sur soi comme ça, hein. J'avais rencontré par exemple quelqu'un qui avait, alors je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est juste pour vous illustrer l'exemple, quelqu'un qui était allergique aux fraises. Et en fait, en faisant un travail sur soi, cette personne s'est rendue compte quand est-ce qu'elle est devenue allergique aux fraises, à un moment donné où en fait, elle mangeait des fraises quand elle était plus jeune, cette personne, et il lui arrivait quelque chose de très traumatisant à un moment donné où elle mangeait des fraises. Et donc, après ce trauma-là, la fois d'après où elle a remangé des fraises, elle a fait une allergie. Parce que son corps, d'une certaine manière, avait associé le trauma avec la consommation de fraises, certainement, vous voyez. Mais en travaillant là-dessus, résultat des courses, elle n'a pas eu besoin de faire de désensibilisation. Vous savez, chez les allergologues, il y a des trucs de désensibilisation où on peut progressivement se désensibiliser. Ça a court-circuité tout le processus de désensibilisation parce qu'en quelques séances de thérapie, et là avec un peu d'hypnose aussi pour débloquer les traumas, la personne n'était plus allergique aux fraises. Ça paraît... moi, la première fois que j'ai entendu ça, j'étais comme toi, Maëlie. Les yeux, j'étais là vraiment, à ce point-là. Mais voilà, j'ai plein d'exemples comme ça à vous donner. Et si vous demandez à des thérapeutes ou à des psys, ils pourront vous en donner plein aussi. Après les allergies, on va pas se mentir aussi, il y a d'autres mécanismes, hein, surtout avec les pollens. Tu vois, il y a d'autres mécanismes qui sont pas forcément psychologiques, quoi. Il y a des choses aussi avec les polluants et tout ça qui stimulent l'apparition d'allergies. Et après, il y a parfois aussi au niveau des allergies, surtout au niveau du pollen, il y a une question générationnelle aussi, parce que comme avec le gluten, tu vois, il y a plein de gens qui nous disent ah mais attends, il y a 50, 100 ans, il n'y avait pas de gens qui faisaient les fines bouches avec des allergies. Oh, je suis allergique au gluten, j'ai le ventre un peu sensible. On en entend certains tenir des propos comme ça. Sauf qu'il y a 50, 100 ans, le gluten que les gens mangeaient, ce n'était pas le même qu'aujourd'hui. Les variétés, la génétique des plantes ont changé et la molécule en elle-même n'est plus la même. Les molécules d'avant étaient plus digestes que celles d'aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, il y a plus de gens allergiques. Pour les pollens, il y a un peu de ça aussi, pour certaines variétés de pollen, ou les variétés de plantes qui sont cultivées ou plantées dans les communes, ou ce genre de choses, c'est plus les mêmes plants qu'avant. Avec plus la même génétique, c'est plus le même pollen, et c'est des variétés qui ont des pollens qui
sont moins tolérés par notre immunité. Il y a ce problème-là, d'une part, et là vous pouvez aller travailler sur vous-même pendant aussi longtemps que vous voulez, vous n'arriverez pas à résoudre le problème. Et puis après, il y a aussi une question d'hérédité, quoi, hein. Il y a des sensibilités qui sont construites parfois comme ça sur quelques générations, et là, bon, on peut pas y faire grand-chose, quoi, hein. Après, à voir, moi je suis très curieux au niveau des allergies de voir au niveau des prochaines découvertes comment ça va se passer sur les notions d'épigénétique. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu parler de ça. Merci beaucoup pour ce joli bouquet de fleurs, merci beaucoup. Ça nous permet de monter dans le classement, merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler d'épigénétique? Parce qu'après, il y a beaucoup de recherches qui sont menées là-dessus, où justement, comment dans l'environnement, on va activer ou désactiver certains gènes. Et je suis assez convaincu, je suis pas généticien, mais j'ai quand même un bac+3 en biologie, donc j'ai un petit peu de notion en génétique, un minimum. J'ai mangé quelques centaines d'heures là-dessus. Et l'épigénétique, en fait, si tu veux, il y a quelques décennies, il y a des gens qui appelaient une part de notre ADN, qu'ils appelaient ça de l'ADN poubelle. Parce qu'on ne savait pas à quoi ça servait. Et comme d'habitude, quand on ne comprend pas, on dit que ça va à la poubelle ou que c'est de la daube. J'ai failli le dire. Maintenant, les gens ont un peu plus étudié le sujet et ils se sont rendus compte qu'il y avait une part de notre ADN où il y a des gènes qui peuvent s'activer ou se désactiver en fonction de notre environnement, qui s'adaptent en fonction de ce qu'on vit, des stress. Ouais, si on a d'un coup on se retrouve dans un environnement avec le taux de cortisol, un cocktail d'hormones différent qui va faire que ça va activer ou désactiver certains gènes. Et ça va du coup avoir un impact sur notre personnalité, sur qui on est, sur les allergies, sur les sensibilités, sur la personnalité aussi, sur comment on est et comment on se comporte. Donc ça a vraiment un gros impact. Et on se rend compte qu'il y a pas mal de choses comme ça qui sont régulées chez l'espèce humaine avec cette notion d'épigénétique. Après, là, je ne vais pas rentrer dans la spiritualité parce qu'il y a plein de gens qui vont vous parler de physique quantique et d'épigénétique et de rattacher ça à de la spiritualité. Pour moi, il y a des ponts et il y a des réponses qu'on n'a pas encore scientifiquement et qu'on cherche donc on cherche des réponses en spiritualité, et je pense que l'épigénétique va y répondre. Mais du coup, je suis vraiment curieux de voir ce que ça donne dans les mois, les années à venir. Parce que c'est un sujet où il y a régulièrement des publications là-dessus. Et c'est vraiment passionnant. C'est vraiment passionnant. Pour ceux que ça intéresse, moi j'ai un site, je ne sais pas s'il y en a qui parlent beaucoup anglais là, mais il y a un site qui s'appelle X-Archive. Et c'est là où il y a toutes les publications scientifiques qui sont publiées avant d'être mises dans les journaux officiels. Et du coup, ça permet d'avoir accès un petit peu aux dernières découvertes. Donc je suis souvent sur... Il y en a qui regardent les informations, et moi quand j'ai envie de regarder, c'est genre m'informer sur l'actualité, c'est ça que je regarde. Les dernières publications scientifiques sur ces sujets-là. Voilà les amis. Ça va faire à peu près 1 heure que je papote sur le sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le bouquet de fleurs. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur le sujet? Est-ce qu'il y a vraiment un sujet particulier, une question particulière précise que vous voulez aborder? C'est le moment de me la poser.